bon matin, je me suis rendu avec ma fille Blanche au sommet du Mont-Saint-Joseph. Puis je me suis mis à lui conter l'histoire de l'oratoire qu'on trouve en haut. Hey, elle était contente. On a monté 555 mètres d'altitude en quelques minutes. Oui. À l'époque, les gens faisaient ça à pied. Sais-tu pourquoi ils faisaient ça? Je sais pas. Ben, les gens venaient ici pour faire des pèlerinages. Oui. Ça te fait penser à quoi? Voyage un peu. Oui. Les gens se déplaçaient, faisaient des longues distances pour prier Dieu. Hein, pour se réunir, se rassembler dans un lieu de dévotion, un lieu important pour eux. Donc, c'est une genre de quête spirituelle, un pèlerinage. Et c'est d'abord et avant tout pourquoi les gens venaient au sommet du Mont-Saint-Joseph. Là, je te parle milieu du 19e siècle, à partir des années 1850. Puis, il y a des pèlerinages qui attirent des dizaines, voire des fois des centaines de personnes au 19e siècle. Ça commence comme ça. D'accord. Et avec le temps, on va décider de, surtout à partir du 20e siècle, on va décider de construire une chapelle d'influence bretonne pour accueillir les pèlerins. Et ça, c'est le rêve du curé de l'époque, le curé Plourde. Fait que Blanche, il y a une première messe qui va être célébrée sur la montagne officiellement par le curé Plourde à l'été 1934. C'est là que l'idée de construire une chapelle commence à mijoter dans son esprit. Puis pour faire ça, il doit obtenir la permission de l'évêque de Gaspé. Il ne peut pas construire une chapelle comme ça sans permission. C'est sûr. Fait qu'il va obtenir la permission en 1934. Il fait une première messe. Il y a beaucoup de gens qui viennent. À pogne la messe, là. Il y a du monde. Et l'année suivante, en 1935, là, il a passé son année 34-35 à ramasser des sous. Hein, parce que ça coûte Ça coûte d'argent. cher. Ben oui, ça coûte cher. Puis on est en pleine crise économique en plus dans ce temps-là. Les temps sont durs. Fait qu'il réussit en 1935 à officialiser, comme il a tout ramassé son argent, puis il réussit à commencer la construction de la chapelle. Alors ça se fait comme ça, à coup de corvée, durant tout l'été 1935, et l'été suivant, 1936, c'est l'inauguration. Et l'inauguration va se passer, tiens-toi bien, devant 2000 personnes, 2000 fidèles. 2000. 2000. Fait qu'imagine-toi, Blanche, il y a des centaines, y voire des milliers d'années. Hey, les Mi'kmaq, ils venaient ici, au sommet du Mont-Saint-Joseph, ils se rassemblaient. C'était le solstice d'été. Donc, ils faisaient des recueillements, ils se rassemblaient, rendaient hommage aux défunts. Fait qu'ils ont fait ça des centaines, voire des milliers d'années avant les Blancs. Fait que c'est pour ça que le Mont-Saint-Joseph, pour eux autres, ça revêt comme un caractère vraiment comme sacré. Hein. C'était vraiment un rituel à chaque année. Ils se rassemblaient ici. Puis c'est longtemps avant les Blancs. Fait que les Blancs, on dirait qu'ils ont repris un peu cette culture-là, la continuité. Mais c'était là. Hey, tu m'écoutais pas? Quoi? Même si je parlais un peu dans le vide, je l'ai quand même amené visiter l'intérieur de l'oratoire. On entre dans la chapelle. La chapelle originale construite en 1935, inaugurée en 1936, on la voit ici. C'est la chapelle originale de style breton. Ici, là, sur le panneau, on voit très bien la première messe, l'inauguration.
Fait qu'on est à l'été 1936. Au fil des ans, ben là, les pèlerinages vont devenir encore plus populaires parce qu'il y avait un lieu pour protéger les gens, les accueillir. Fait qu'il va y avoir des milliers de personnes à chaque année qui vont monter à pied, en véhicule, jusqu'ici, pour se recueillir, pour prier. On peut d'ailleurs à merveille lui attribuer cette béatitude proclamée par son Fils. Et voici, que dire du serment? L'agrandissement a eu lieu sous le règne de Monseigneur Charles Eugène Roy. Lui, il devient curé à Carleton en 1950. D'accord. Puis là, il voit que les pèlerinages, ben ça pogne. Fait que c'est lui qui va décider d'agrandir. Exactement. Il voulait garder l'original. Fait qu'il a construit comme une enveloppe par-dessus la chapelle originale. Là, on est en 1965. On est une trentaine d'années après la construction de la chapelle. Lui, il est convaincu que les pèlerinages, là, ça va continuer. Mais en 1965, le Québec, on est ailleurs. Fait que l'âge d'or des pèlerinages, là, C'était passé. et c'était terminé. Probablement qu'il l'ignorait encore, mais ça s'est mis à décroître. Alors l'agrandissement est devenu un peu comme inutile. T'es pas pratiquante? Non, je crois pas. Non, T'aimerais-tu ça qu'on pratique plus? non ça va aller. On peut pas pratiquer moins, en tout cas. Ouais. As-tu un chapelet? Mhm. As-tu un chapelet? J'ai un chapelet de mamie à la maison, si tu veux Oh. t'y mettre. Finalement, c'était bien. Ah! T'as appris des choses? Ouais. Ben, tant mieux. Ça m'a fait plaisir. Surtout de ce que j'en sais, t'avais pas lu mon livre. Je vais le lire un jour. Ben oui, tu vas le lire un jour. Dans l'après-midi, pendant qu'on se balançait au parc, ma passion pour l'histoire a encore pris le dessus. Hey Blanche, belle journée, hein? Oui, très belle journée. C'est agréable. Ouais. Hey Blanche, je remarque juste à ma gauche, là, dans le Barachois, là. Oui. Hey, ça, c'est l'île aux Acadiens. Je t'ai-tu déjà parlé de l'histoire de l'île aux Acadiens, toi? Il est reparti. Non, mais tu connais-tu l'histoire un peu? Oui. Hey, on se prend un canot, on va dessus, ça va passer le temps, puis je te raconte l'histoire de l'île aux Acadiens. OK. OK? OK. Allez, on y va. Hey Blanche, on est sur l'île aux Acadiens. Oui. Sais-tu où on est? À l'île aux Acadiens. Perspective intéressante, pas vrai? Oui. L'église, le village, le banc des maisons, le quai, le Rossi, qu'on appelait le Continental quand j'étais jeune. C'est là que j'ai acheté mon premier album de Iron Maiden, Live After Death, en bicycapédale en 1985. Si on est sur l'île aux Acadiens,
Tu es d'accord avec moi? Il faut que je te parle en 2-3 minutes de l'histoire des Acadiens, un petit peu. C'est sûr. Parce que si on l'appelle l'île aux Acadiens, c'est qu'un jour ou l'autre, ils sont peut-être venus ici, on ne le sait pas. Le territoire, avant qu'il s'appelait Acadie, s'appelle Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, depuis la victoire des Britanniques. Et en 1755, on va déporter le 3/4 de la population. On les envoie le long de la côte est américaine, en Nouvelle-Angleterre, dans les colonies anglaises. Et le reste, donc environ 3000 personnes, vont devenir des réfugiés. Et ces gens-là, on va les retrouver en partie à Tracadie, aujourd'hui Carleton-sur-Mer, à partir du printemps 1767. Quel est le lien avec la petite île sur laquelle nous sommes? C'est la première endroit où ils sont débarqués. C'est ce que tu crois? Je crois que c'est ça. Oui. C'est ce que la légende raconte. On a longtemps pensé que les Acadiens avaient séjourné sur la petite île. Et ça, on doit ça au curé Chouinard, l'abbé Chouinard, Édouard Chouinard. En 1906, l'abbé Chouinard va écrire dans son livre « Histoire de la paroisse Saint-Joseph de Carleton », il va écrire que les Acadiens seraient arrivés dès l'automne 1755 à Tracadie. Donc, quelques semaines après la déportation. Alors, non seulement il prétend, sans source, sans fondement, que les Acadiens sont arrivés ici dès l'automne 1755 et que, deuxièmement, ils auraient passé tout l'hiver sur l'île aux Acadiens où nous sommes présentement. On est en 1906. En 1906, les Canadiens français ont besoin de héros. On a subi la conquête de 1760 et on est en train de s'éveiller tranquillement. Et là, l'élite du temps, donc les curés, vont beaucoup inventer des histoires héroïques, mais qui ne sont pas toujours vraies. L'histoire de l'île aux Acadiens, de l'abbé Chouinard, écrite en 1906, est issue vraiment de cet imaginaire-là, où on avait besoin de se créer des légendes, des mythes fondateurs. Et justement, pour redorer un peu notre blason, pour se redonner confiance comme nation.